Bonjour à tous, si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, le mal de dos n'aura plus de mystère. Je vous donnerai en prime un exercice inédit extrait de mon nouveau livre Zéro mal de dos qui va paraître dans quelques semaines et que vous pourrez tester. Tous les exercices de mon livre seront associés à des vidéos accessibles aux lecteurs via des QR codes sur YouTube. Ce livre vous aidera à trouver enfin une solution au mal de dos avec des exercices qui sont à la fois totalement innovants et simples que tout le monde peut réaliser. J'ai eu à faire face pendant 10 ans à un mal de dos invalidant, j'avais des crises terribles tous les 3 mois et aujourd'hui je m'en suis libéré. 80% des personnes devront faire face un jour au mal de dos. Donc c'est une véritable hécatombe et si on sait envoyer des sondes sur Mars, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre un rhume ou un mal de dos et on a encore de très grosses incertitudes à ce sujet. C'est pour ça que je pense que cette vidéo sera utile pour pouvoir faire le point sur les connaissances actuelles et sur les meilleures méthodes pour le vaincre. De l'Égypte à l'époque moderne, en passant par le Moyen-Âge, le mal de dos a déconcerté les chercheurs. Les plus anciens écrits médicaux, les papyrus égyptiens d'Hébers, révèlent l'utilisation de ventouses dans le traitement des douleurs dorsales. D'ailleurs, on a retrouvé des ventouses en bronze et le mal de dos donc n'est pas une pathologie de la modernité. On a des preuves de son existence 5000 ans avant notre ère. En effet, on a retrouvé un homme de Néandertal avec des ostéophytes, c'est-à-dire des becs osseux à la colonne, ce qui signale de l'arthrose, malgré un mode de vie probablement plus actif que le nôtre, surtout qu'à cette époque, il y avait encore les mammouths. De même, il y a les scribes en Égypte, donc c'était les sortes de fonctionnaires de l'époque, qui avaient déjà mal au dos. Ils passaient leur journée assis en tailleur ou en demi-squat, et on observe de l'arthrose au niveau de la colonne, du cou et des genoux à cause de l'immobilité prolongée. Ce qui montre qu'ils étaient visiblement exposés à des facteurs de risque professionnels similaires à ceux de nos fonctionnaires actuels. Plus près de nous au Moyen-Âge, on n'attribuait pas le mal de dos à un traumatisme, mais au déséquilibre des humeurs. Alors les humeurs, ce sont le flegme, la bile, l'atrabile et le sang. La crise de lumbago s'était associée par son caractère imprévisible et brutal à une attaque occulte, c'est-à-dire à de la magie. Alors l'allemand a gardé cette notion avec le terme d'Hexenschuss, c'est-à-dire le coup de la sorcière, qui signifie le lumbago. Et on retrouve la même idée sur notre continent en Afrique avec les attaques liées au djinn ou à la magie noire ou encore au mauvais œil. Outre la magie, les médecins du Moyen-Âge soignaient le mal de dos avec des cataplasmes, des saignées, des manipulations vertébrales qui ont un peu évolué depuis. Alors les saignées, ça se retrouve aussi dans l'islam avec les ventouses et ce qu'on appelle l'hijama, c'est des ventouses avec des saignées. Il y a beaucoup de personnes qui croient que le mal de dos est causé par la chaise et que des groupes ethniques au mode de vie actif comme les chasseurs-cueilleurs n'ont que très rarement mal au dos. Pourtant, rien n'est moins sûr. Une population qui utilise traditionnellement peu la chaise, comme les aborigènes d'Australie, qui ont plutôt une tradition de s'asseoir en tailleur, souffre davantage des maux de dos que le reste de la population des Australiens. La seule différence, c'est qu'ils s'en plaignent moins, et ça, c'est un facteur culturel. Donc même si la chaise est largement améliorable, il faut arrêter de la diaboliser. Levons-nous simplement plus souvent, toutes les 45 minutes, pour éviter les postures prolongées. Alors du point de vue anatomique, notre colonne est plus solide qu'on ne le suppose, mais elle est compliquée à stabiliser. En fait, c'est logique. Il suffit d'imaginer 33 cubes empilés les uns sur les autres et qui bougent de concert. Cela explique les déraillages que sont les lumbagos. Cependant, notre colonne pâlit en comparaison de celle d'autres mammifères. Par exemple, il existe un mammifère qui s'appelle la musaraigne héroïque. Donc c'est un petit mammifère insectivore de 150 grammes que l'on trouve au Congo et qui peut supporter avec sa colonne un homme de 80 kg sur son dos. Alors si on avait la même force, on pourrait supporter le poids d'une navette spatiale. Sa colonne est composée de plaques qui s'imbriquent les unes dans les autres, ce qui la rend extrêmement forte et flexible. Donc c'est une véritable merveille biomécanique et on comprend mal comment l'évolution a abouti à une telle adaptation chez ce petit animal et surtout dans quel but. Un autre fait amusant, c'est que tous les mammifères ont 7 vertèbres cervicales,
Et ça, même la girafe qui a un cou de 3 mètres de long. Chez l'homme, il y a un fait curieux, 4% de la population possède une vertèbre lombaire supplémentaire, elle 6, mais cela ne cause aucun problème particulier. En 2020, il y a eu plus de 600 000 cas de lombalgie dans le monde. Alors vous imaginez, par exemple, toute la population des États-Unis plus la population du Pakistan qui a mal au dos. Statistiquement, les femmes sont un peu plus touchées que les hommes, puisqu'elles ont 50% de risque en plus, mais seulement après la ménopause. Avant, elles ont quasiment autant de risques que les hommes. Les hommes, quant à eux, ont davantage de hernie discale. Il faut aussi tenir compte des facteurs d'obésité et de dépression, qui sont des facteurs aggravants du mal de dos et qui sont même déclencheurs parfois, et qui ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Et donc ça peut compliquer l'analyse. Comme je l'ai dit au début, on sait relativement peu de choses sur le mal de dos malgré les études et malgré la recherche, mais il y a quand même des choses dont on est sûr. Ce sont les facteurs aggravants de risque. Vous aurez plus de risque d'avoir mal au dos si vous êtes sédentaire. Donc il faut bouger, surtout en prévention. Et puis, comme je l'ai dit, se lever souvent de sa chaise. Il faut aussi limiter le stress, parce que le stress est un facteur aussi aggravant du mal de dos. Il y a également le surpoids, particulièrement la graisse, parce que si on est musclé et avec de la graisse, c'est encore autre chose. Il faut pas être trop maigre non plus quand on a des problèmes articulaires, parce que les muscles stabilisent les articulations. Et donc, si vous décidez de faire un régime pour perdre du poids, il faut pas non plus devenir très très maigre, parce que là, les articulations risquent d'être plus sensibles aussi. Donc il faut avoir une masse corporelle relativement musclée, mais pas être trop gros non plus. Et il y a aussi bien sûr un facteur qui est l'augmentation brusque de l'activité. Vous êtes relativement sédentaire et puis tout d'un coup vous lancez dans 3 déménagements à la suite. Là évidemment vous allez augmenter vos risques de façon exponentielle. Ou alors vous êtes un sédentaire et vous vous mettez à faire du crossfit et du deadlift du jour au lendemain. Il faut suivre une progression vraiment douce pour ne pas stresser votre dos avec une augmentation brutale d'activité. Comme autre facteur, il y a le tabac. Donc le mal de dos est associé à la cigarette, donc je crois que c'est parce que le tabac augmente la dégénérescence du disque. Il y a aussi les antécédents familiaux qui jouent énormément. Si vos parents ou grands-parents ont souffert du dos, il y a des chances que vous en souffriez également. C'est pas systématique, mais c'est un facteur important. Si vous dormez mal, dormir bien est très important. Il faut dormir suffisamment, mais pas trop non plus, c'est-à-dire entre environ 8 heures. Si vous dormez trop, si vous dormez plus de 9 heures, 9-10 heures, à ce moment-là, le disque, quand vous dormez, il a tendance à gonfler. S'il gonfle, ça peut produire aussi des douleurs. C'est d'ailleurs ce qu'on observe avec les astronautes qui vont dans l'espace. Ils ont les disques qui gonflent et ils ont souvent des douleurs dorsales qui doivent traiter avec des antidouleurs ou avec de l'exercice. Également, l'hydratation est très importante. Bien s'hydrater, pas forcément en buvant non plus des litres et des litres d'eau, mais en consommant des légumes ou des aliments qui ont beaucoup d'eau à l'intérieur, comme des fruits. Au niveau des facteurs aggravants, donc j'ai cité le stress, mais il y a évidemment encore plus aggravant la dépression, les difficultés sociales, psychosociales, dirons-nous, les difficultés financières et période de crise identitaire, tout ça, ça peut augmenter les maux de dos parce que le mal de dos est aussi lié à la notion d'axe. La colonne, c'est l'axe, c'est-à-dire le centre de la personnalité. Sans vouloir faire du New Age, c'est vrai que souvent quand on a des problèmes identitaires ou des problèmes de dépression, ça se focalise sur des symptômes physiques comme le dos. Il y en a d'autres qui feront par exemple une ulcère à l'estomac, mais très souvent on observe des maux de dos dans ces situations. Alors ce qu'il y a de super, c'est que au XXe siècle, avec l'avènement des examens médicaux, on a pu observer les anomalies du dos, mais en même temps, on s'est rendu compte des années après que les lésions étaient peu ou pas prédictives de douleur. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des bombements discaux ou des hernies visibles au niveau des radios, ça va pas forcément vous provoquer des douleurs. Et par contre, il y a des personnes qui n'ont aucune lésion observable sur les radios et qui souffrent le martyre. Donc c'est très compliqué, mais c'est très important de pas se focaliser sur les radios quand on a mal au dos parce que c'est anxiogène, alors qu'en fait à partir d'un certain âge c'est tout à fait normal et que plus on vieillit et plus on voit des protrusions discales, des dégénérescences discales
et des hernies. Mais bon, ça c'est un peu comme les rides sur le front d'un quadragénaire, hein. Ça veut pas dire que vous deviez avoir des douleurs, c'est simplement un effet du vieillissement et ça n'a aucune raison de vous inquiéter. Il y a un autre point important, c'est la flexion. Alors, on trouve beaucoup de personnes qui vont vous conseiller de ne pas trop fléchir le dos. C'est un peu un mythe parce que la flexion de la colonne, c'est évidemment un mouvement totalement physiologique. Alors ce mythe vient d'un professeur canadien qui s'appelle Stuart McGill, qui avait fait une expérience sur une colonne de porc. En la fléchissant de façon répétée avec un appareil, il avait trouvé que même en partant d'une colonne qui était saine au départ, si on la fléchissait de façon répétée, on obtenait à la fin des hernies et des lésions discales. Alors son expérience a été par la suite déboulonnée parce que c'est vrai que le porc qu'il avait utilisé déjà c'était un animal qui était mort, donc la colonne réagit différemment quand elle est vivante et quand elle est morte. Et puis bon, aussi il y a la question des fascias qui normalement ils supportent la colonne quand vous êtes vivant bien sûr. Et puis bon, le porc c'est le porc, l'homme c'est l'homme, et donc c'est difficile de faire un parallèle et de faire une déduction à partir de là. Mais il a eu une influence énorme et encore aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vous diront de ne pas trop fléchir le dos. Alors ce qui est dangereux, c'est pas la flexion, c'est la flexion complète, la flexion maximale en charge. Si vous soulevez lourd avec une colonne qui est fléchie au maximum, là effectivement vous risquez éventuellement de vous blesser. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que creuser le dos, cambrer le dos, c'est-à-dire l'hyperextension du dos, c'est en fait plus dangereux parce que ça a tendance à délaminer le disque. En fait, la flexion est totalement inoffensive si votre disque est sain. C'est quand il commence à être délaminé, et cette délamination, ça peut provenir d'hyperextension sur une longue période. Alors certains vont vous dire que plus vous bougez, moins vous aurez de risque d'avoir mal au dos. C'est à moitié vrai, mais une fois que vous avez mal au dos, à ce moment-là, le fait de bouger, ça sera pas toujours en fait thérapeutique. Disons qu'il faut savoir bien bouger. Le plus important, c'est la qualité de mouvement avant la quantité, et il faut surtout éviter les schémas de la blessure, parce que si vous bougez exactement de la même manière que vous bougiez avant la blessure, ça peut en fait réactiver ce qu'on appelle la mémoire de la douleur. Mais la mémoire de la douleur, en fait, c'est quand il n'y a plus de lésion, c'est-à-dire la colonne s'est réparée au fil du temps, mais vous avez toujours une douleur qui peut réapparaître et disparaître si vous faites certains mouvements. Alors quand vous faites ces mouvements, par exemple si vous vous êtes blessé en vous penchant en avant, vous allez passer l'aspirateur et puis vous allez faire exactement le même mouvement que celui avec lequel vous êtes blessé, et là vous allez ressentir une douleur. Et là vous allez penser, tiens, mon dos est en train de s'abîmer encore davantage parce que je ressens la même douleur que j'ai ressenti quand je m'étais blessé. Mais en fait c'est faux, parce que la douleur que vous ressentez, c'est la mémoire qui a été emmagasinée dans la corde dorsale de la moelle épinière et qui réapparaît sans lésion. En fait, elle réapparaît parce que c'est un schéma moteur qui a réactivé cette douleur qui était une douleur qui est mémorisée. C'est un concept un peu délicat à comprendre, mais c'est quand même important. Donc ça fait que quand vous avez un mal de dos chronique, ça ne veut pas dire que vous avez empiré vos lésions ou que vous avez empiré l'état de votre colonne. Un autre mythe auquel il faut tordre le cou, c'est l'utilité de décompresser le dos. Le dos n'a pas besoin d'être décompressé en général, sauf si vous faites des squats lourds par exemple à la salle, si vous soulevez lourd, si vous êtes manutentionnaire et que vous portez du poids tous les jours sur votre dos. Alors oui, là vous pouvez soit vous suspendre à une barre en essayant toujours de garder les hanches fléchies, donc pour pas irriter les vertèbres lombaires, ou vous pouvez faire des compressions sur table d'inversion, mais si vous ne portez pas des poids lourds, à ce moment-là, vous n'avez aucun besoin de décompresser le dos, de façon passive, je veux dire, parce que si vous décompressez le dos de façon passive, ça peut aussi avoir un effet irritant au niveau des ligaments du dos, mais vous pouvez faire des décompressions actives. Donc je montre dans mon livre un exercice de décompression active. Un point que j'aimerais aborder, c'est que ça serait important au niveau des ados de les renforcer au niveau du dos. Ça serait totalement faisable si on faisait un programme adapté dès le primaire. Alors on constate que, du moins en Europe, on renforce surtout les membres inférieurs. On fait beaucoup de football,
Bon, c'est notre sport principal, hein, mais il y a aussi beaucoup de courses à pied à l'école. Par contre, on a très peu de renforcement du buste et du dos, ce qu'ont peut-être plus aux États-Unis, où ils ont des sports comme le football américain ou le baseball qui font jouer beaucoup plus le haut du corps. Il y a un tas d'exercices qu'on pourrait faire aux ados, par exemple faire du farmer walk ou bien des extensions au banc à lombaire. C'est un exercice au poids de corps qui renforceraient leur dos pour plus tard, parce que c'est à l'adolescence où se produisent les adaptations les plus importantes, et c'est à cette époque qu'on peut renforcer davantage les tendons et les ligaments, notamment les tendons qui réagissent très très bien à cet âge-là. C'est beaucoup plus difficile à développer une fois qu'on a passé l'âge adulte. On a observé aussi que les coureurs de course à pied ont des disques vertébraux plus gros que la moyenne. Alors ça, c'est intéressant, ça prouve que la course à pied est bonne, ou tout du moins n'est pas mauvaise pour le dos. Et la course à pied, on sait que c'est déjà bien contre l'ostéoporose. Donc si vous avez pas trop mal au dos, je vous conseille de faire de la course à pied, mais d'avoir une bonne posture quand vous courez, parce que il faut pas non plus exacerber les compressions sur une partie du disque. Il faut toujours que les compressions soient bien réparties sur le disque. Donc une fois qu'on a une posture correcte et puis qu'on étire son psoas et d'autres muscles, on peut courir et en général ça relâche le dos et ça le renforce. Donc les impacts, comme je l'ai dit dans une autre de mes vidéos, renforcent les disques, les os et les articulations quand ils sont utilisés intelligemment. La relation thérapeute-patient, c'est un peu une relation Batman et Alfred. Le patient, c'est Alfred. Il attend du thérapeute et qu'il le délivre du mal de dos. Il faudrait que ça évolue, en fait, et que le thérapeute soit plutôt Alfred qui conseille et le patient devienne Batman et qui fait ses exercices. Donc, ne pas attendre un sauveur quand on a mal au dos. Moi, j'ai fait l'erreur aussi à un moment donné. Je cherchais le meilleur thérapeute, le thérapeute qui était le plus renommé au niveau mondial. Et je me suis dit, ça y est, c'est lui qui va réussir à libérer ma colonne. C'est pas le cas, en fait. C'est chacun qui doit faire les exercices, tester sur soi-même et essayer un maximum d'exercices possibles, parce que c'est vous qui vous connaissez le mieux vous-même. Le thérapeute, il vous connaîtra jamais aussi bien que vous. Donc vous devez apprendre à être plus Batman qu'Alfred, et vous allez faire les exercices et explorer sur vous-même ce qui marche le mieux dans l'écoute de votre corps. Alors maintenant, je vais parler des vraies solutions contre le mal de dos. Les vraies solutions, il y en a plusieurs. Alors, une première solution, c'est d'augmenter la mobilité de ses hanches. C'est-à-dire, si vous avez un blocage d'un côté, ça va faire une torsion au niveau du bassin qui va se répercuter dans le sacrum, c'est-à-dire le bas de la colonne, et qui va se propager en amont. Et donc, c'est super important d'assouplir les hanches, flexion, extension, rotation interne, rotation externe. Tous ces exercices sont hyper bénéfiques contre votre mal de dos. Donc toujours des étirements plutôt dynamiques que des étirements passifs, ou si vous faites des étirements passifs, essayez de faire des étirements de moins de 30 secondes. Une autre solution, c'est de bosser sa coordination. On est plus ou moins coordonné de nature, en fait, on a plus ou moins de facilité à se mouvoir. Il y a des gens qui ont des mouvements très fluides et d'autres qui sont plus gauches. La coordination, ça se travaille comme le reste. Bon, il y a des sports qui permettent de la travailler. Je pense à la capoeira, aux arts martiaux, au tai chi. Ça permet de coordonner les muscles et de les faire travailler de concert, et aussi de travailler toute la chaîne des fascias. Donc c'est en général, c'est des mouvements relativement lents et qui font participer tout le corps. Donc c'est très important de travailler ses schémas moteurs et sa coordination. Donc en fait, si on sort du schéma, c'est-à-dire lésion sur radio, donc douleur, qui n'est pas pertinent comme on l'a vu, il faut penser plutôt en termes de fascia, c'est-à-dire de la santé des fascias. Il y a des fascias parfois qui sont froissés, et donc il faut faire des exercices pour recréer de l'espace dans le corps et pour retendre ces chaînes de fascia. De même qu'on repasse ses vêtements, donc on devrait chaque jour faire quelques exercices pour ses fascias. Un autre point quand on veut soigner ses maux de dos, c'est de s'intéresser à la totalité de son être, c'est-à-dire pas seulement physique, mais aussi l'état de stress,
les difficultés psychologiques, les difficultés sociales, l'importance des émotions, l'importance des croyances. Tout ça, ça joue dans le mal de dos. Ça peut augmenter considérablement les douleurs. Par exemple, si vous cognez le genou juste avant de partir en vacances, vous allez souvent ressentir une douleur très très faible, mais vous allez l'ignorer, ou alors vous allez voir le soir que vous avez un bleu, vous ne la remarquerez même pas. Mais par exemple, si vous venez de vous faire virer de votre travail et que vous cognez en plus le genou, ça n'aura pas la même intensité au niveau de la douleur. Donc, il y a énormément de facteurs qui jouent sur la douleur. C'est ce qu'on appelle le modèle neuromatrix de la douleur, c'est-à-dire que la douleur n'est plus en fait une lésion localisée qui donne un signal au cerveau, mais c'est un ensemble de neurones et d'organes qui vont transmettre la douleur en l'augmentant ou en la minorant. J'aime bien l'image de la vidéo, donc vous faites un café, vous mettez des ingrédients, dans ces ingrédients il y a les données qui viennent de la peau, qui viennent des organes, qui viennent des fascias, des muscles, des articulations et toute l'expérience des douleurs passées. Vous avez aussi les craintes et les émotions ou alors le contexte tout simplement. Par exemple, si vous êtes un soldat sur un champ de bataille, souvent vous allez ressentir la douleur qu'une fois que vous serez revenu de la ligne de front. C'est tout à fait normal parce que vous avez l'adrénaline et d'autres facteurs qui vont jouer pour masquer cette douleur. Et ensuite, une fois que vous avez mélangé tous ces facteurs, eh bien, vous avez la perception, ce qu'on appelle la perception de la douleur, qui va jouer. Pour renforcer son dos, il faut renforcer ce qu'on appelle en anglais le core, c'est-à-dire le cylindre abdominal. Et ce cylindre abdominal, ce n'est pas uniquement les tablettes de chocolat, mais c'est tout ce qui va autour. Il y a beaucoup de petits muscles qui jouent dans ce corset protecteur. Et il y a notamment un spécialiste des fascias qui s'appelle Thomas Myers, qui attribue en fait le corps à une chaîne de fascia, qui est la chaîne antérieure profonde. Et donc à toute une série de muscles. Donc c'est pas uniquement faire du gainage, pas uniquement muscler ces tablettes de chocolat, mais c'est travailler notamment par exemple ces muscles obliques, le multifidus, donc le muscle qui contrôle les mouvements de la colonne et qui est attaché directement sur la colonne. Et aussi, bon, il y en a une dizaine comme ceci, mais il y a aussi le psoas qui joue un rôle très important et qui peut être très développé. Le psoas, vous le voyez sur cette image, il est très près de la colonne. Chez les sprinters, il est extrêmement développé. Ça, c'est une photo qui a été prise sur un sprinter, enfin une radio de coupe. Renforcer le psoas, ça aura un effet sur la stabilisation de la colonne aussi. Donc vous voyez, vous avez plein de muscles que vous pouvez renforcer pour avoir une colonne plus forte. Je vous conseille aussi de renforcer vos fessiers. Donc les fessiers, c'est peut-être le muscle le plus important dans la performance physique. C'est un très gros muscle, qu'un des plus gros muscles avec le grand dorsal et les trapèzes. Je vous conseille de faire beaucoup de travail de fessiers pour protéger votre dos. Pas seulement le grand fessier, mais le moyen fessier et le petit fessier. Travaillez vos fessiers, vous constaterez que plus vous avez les fessiers développés, moins vous avez un dos faible. Il y a un fait amusant, c'est que le dos est potentiellement très mobile en extension. Vous avez tous vu dans les cirques des contorsionnistes qui arrivent à faire 2 tiers de cercle avec leur colonne, et on le voit avec les radios, ils font quasiment un cercle complet avec leur colonne. Par contre, en flexion, c'est quand même plus limité. 95% des hernies concernent les dernières lombaires, L4, L5 et L5S1. C'est compréhensible puisque ces disques doivent supporter tout le poids qui est en amont. Alors je vais vous donner quelques astuces pour éviter les maux de dos. Pour les maux de dos du matin, je vous conseille d'étirer et de mobiliser votre dos avant de vous coucher. Donc ça peut se faire en faisant simplement des étirements du psoas avant de se coucher. Vous pouvez étirer aussi les quadriceps et faire quelques mouvements de rotation au niveau des hanches. Ces mouvements vous permettront d'avoir moins mal au dos le matin et d'avoir moins de raideur quand vous vous levez. Je vous conseille de renforcer chaque matin un peu votre dos avant de vous asseoir, donc avant d'attaquer votre journée où vous allez être assis, de faire quelques exercices pour muscler votre dos et aussi faire beaucoup, comme je l'ai déjà dit, d'étirements des hanches. Mobiliser aussi le cou, quelques cercles avec le cou, ça permet de libérer le stress qu'on accumule souvent dans les muscles du cou. Un point important que je n'ai pas abordé, ce sont les trigger points, c'est-à-dire les points gâchettes. Alors qu'est-ce que sont les points gâchettes? C'est des points musculaires
qui concentre la douleur. On sent souvent une vive douleur quand on appuie dessus, que ce soit un masseur ou vous-même qui vous massez avec une balle de tennis. Quand vous êtes vraiment sur un trigger point, ça déclenche des douleurs aiguës. Et ces points, donc c'est pas de la pseudoscience, on les voit d'ailleurs au niveau des ultrasons, de l'échographie, comme des tissus en général un peu brunâtres, hein, des zones dans les muscles qui sont plus foncées. Des fois, c'est des fibres musculaires entrecroisées, des fois c'est un mélange de muscles et de tissus fibreux. Et ces zones, il faut les masser si on veut se libérer du mal de dos, parce qu'en général, si on ne fait rien, ça se fibrose et ça finit par devenir très douloureux et ça peut se déclencher. Des fois, en fait, on ressent pas de douleur et puis tout d'un coup, vous allez faire un mouvement anodin et ces points vont déclencher de la douleur. Donc les trigger points, c'est très très intéressant comme concept. Dans mon livre, je donne des exercices pour libérer les trigger points au niveau du bas du dos et du carré des lombaires. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice de mon livre qui s'appelle le gouvernail. C'est un exercice qui permet de relâcher les spasmes au niveau du carré des lombaires et de faire un auto-ajustement du dos. Vous allongez sur le ventre, les genoux pliés à 90 degrés, écartés de 30 cm avec les bras en chandelier. Et là, vous allez basculer les jambes pliées de droite à gauche. Alors à chaque fois, vous allez au maximum de votre mobilité et vous revenez. Faites cet exercice très lentement. C'est un exercice qui est super simple et qui active les muscles du dos et ça procure un massage au niveau des muscles vertébraux profonds et un réajustement des tensions musculaires. Alors si vous êtes intolérant à l'extension lombaire, je vous conseille de placer un petit coussin sur le ventre. Faites cet exercice une quinzaine de fois, vous pouvez faire 2 séries. C'est un exercice simple et qui en général soulage les maux de dos. J'ai environ 50 exercices comme ça dans mon livre, c'est des exercices simple et accessible à tous. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir et ça soutient mon travail. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous en savez un tout petit peu plus sur le dos et que ça vous permettra d'accélérer votre réhabilitation. Merci de votre attention et à très bientôt.